Alors, chacun des intervenants va se présenter brièvement, même si je pense que vous connaissez la plupart des professeurs. Donc, chacun va prendre la parole pour présenter un aspect pour 5-6 minutes. François, tu es invité à éventuellement y réagir, si ça ouvre à des questions. Et évidemment, toutes les questions sont les bienvenues. Et donc, on va commencer avec vous, Andrei Servan. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je suis Andrei Servan et je viens de Roumanie, de Sibiu. Je suis enseignant au cadre du département d'art théâtral à l'université Lucian Blaga de Sibiu, qui est un partenaire de Fordem, c'est une famille des universités européennes, disons. Ok. Donc, mes spécialités sont l'art théâtral, les études théâtrales, un peu l'approche cinématographique, et aussi, je suis philologue. Donc, dans nos départements, moi, je m'occupe du côté philologique, moi, et non seulement moi. Et donc, comme je ne suis pas nécessairement un professeur ou un expert du patrimoine culturel ou de la numérisation, je peux vous donner, disons, quelques détails en partant de mes spécialités. Oui, en Roumanie, disons que la numérisation n'est pas assez évoluée, n'est pas un peu rudimentaire, je pourrais dire. Mais après la pandémie, je dirais que la numérisation a commencé à devenir de plus en plus importante. Et pourquoi? Parce que pas mal des spécialisations aujourd'hui dépendent de la numérisation. Et pour moi, le plus important sujet, c'est le théâtre, dans l'éphémérité du théâtre, qui a été ressenti pleinement pendant la pandémie, où tous les théâtres sont fermés, etc. Et donc, la numérisation a commencé en Roumanie avec ce côté plutôt. Ok, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le droit, si on n'a pas la possibilité de voir le théâtre? On essaye de numériser le passé. On essaye de créer, disons, un simulacre de la normalité en apportant le passé dans notre présent. Et bien sûr, la majorité des études théâtrales qui se passent aujourd'hui ont ce côté numérique. La critique de théâtre n'existerait pas si les enregistrements, si le stockage numérique ne sont pas à la portée de main. Mais quand même, je veux lancer, disons, plutôt une question, je ne sais pas si c'est rhétorique ou non, en ce qui concerne un peu l'éthique de la numérisation. Et je vais vous donner, disons, quelques métaphores cinématiques, si vous me le permettez. Ok, bon, on sait, le cinéma, c'est un discours artistique, c'est une fiction, mais quand même, dès ses débuts, le cinéma était utilisé comme matériel de propagande, mais à un moment donné, pour les contemporains, c'était pas de la fiction, c'était la réalité. Je donne le cas d'Eisenstein ou de son Potemkin, qui était une réalité, j'ajouterais, vraie. Une réalité vraie pour ses contemporains. On a appris un peu plus tard que non, c'est pas la réalité, c'est la fiction. Donc, l'idée de documenter a été dès le début dans le cinéma mis sous le signe de la fiction, sous le signe du doute, de la doute. Bon, par exemple, il y a d'autres cas heureux, je dirais, et je vais donner l'exemple d'Antonioni et de son blow-up, où on a le photographe qui prend une photo et à un moment donné, sans qu'il s'aperçoive, il surprend un détail qui change complètement la réalité, la perception de la réalité. Donc, parfois, le découpage de la réalité cache volontairement ou non, ou relève volontairement ou non d'autres aspects plus importants. Donc, ma question, ma dilemme, je dirais, c'est pas original, je sais, mais quand même,
Qu'est-ce qu'on fait si la numérisation ou si le patrimoine culturel peuvent devenir, par le biais de la numérisation, une victime de la fiction? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait si les générations futures vont croire que l'image numérique est plus réelle que la réalité dans ce cas-là? Et je vais vous donner une autre anecdote qui vient des États-Unis. C'est un événement ça a eu un impact assez global, je dirais. Dans un journal assez connu des États-Unis, une image de Donald Trump a été imprimée dans le journal, mais je ne sais pas si volontairement ou non, l'image de Donald Trump a été remplacée par l'image de l'acteur Alec Baldwin qui jouait le rôle de Donald Trump dans une émission de comédie Saturday Night Live. C'était vraiment, c'est pas caricatural, mais je ne sais pas si c'était assommé ou non par ceux qui ont publié le journal, mais quand même. Disons que les générations futures vont cliquer à un moment donné dans l'archive sur ce numéro du journal et ils vont regarder l'image d'Alec Baldwin jouant le rôle de Donald Trump, mais pour eux, Donald Trump et Alec Baldwin est un acteur. Donc ça c'est pour moi un peu, disons, les risques, la dilemme qui vient un peu du côté éthique, déontologique de la numérisation. Mais de l'autre côté, vous avez déjà parlé de ça, je pense que oui, on est accablé, on est tellement accro de la technologie, mais n'oublions pas que l'hygiène de l'oubli fait partie aussi de ce qu'on nous fait humains. Je vais parler un peu, je vais vous dire l'exemple des fictions de Borges, non, qui a son personnage qui désire la mémoire de Shakespeare, mais il devient fou à un moment donné puisque son cerveau est incapable de gérer toute la mémoire de Shakespeare. Borges, avant la numérisation, il est l'un des précurseurs, je dirais, de la numérisation. Il était obsédé par l'idée de stockage de l'humanité, le stockage culturel de l'humanité. Il a créé cette belle métaphore de la bibliothèque Babel, où il dit, là, on a toutes les œuvres littéraires qui ont été créées et qui vont être créées, et on a aussi toutes les possibilités possibles qu'on peut produire. Et même si à un moment donné, il dit « ça, c'est le paradis pour moi », finalement, il dit « non, ça, c'est une image infernale », puisqu'on ne peut pas plonger dans une mémoire aussi totale, je dirais. Bon, voilà. Ça rejoint un peu la question philosophique de Madame tout à l'heure, à quoi ça sert, et voilà, il y a une dimension presque démiurgique. Et quand vous parlez de l'éphémérité du théâtre, la valeur du théâtre n'est-elle pas justement son côté éphémère, et c'est là où il y a toute la saveur de l'instant. Voilà. François, je ne sais pas ce que ça t'évoque. Non, alors moi je suis absolument d'accord sur le fait qu'on s'achemine effectivement vers des dangers dans l'utilisation de ces technologies-là, mais en même temps, moi je pense que c'est la grande leçon que peut nous donner l'histoire, c'est que l'histoire est une fiction et qu'en fait on est obsédé toujours par une espèce de réalité qui serait comme ça objectivable. Alors moi c'est vraiment une croyance personnelle, non, je pense que chacun on se fait nos récits et que les histoires on arrive à des consensus, mais c'est précisément dans le débat que pour moi l'histoire fait un sens. Et ce qui est intéressant avec ces outils de numérisation, c'est qu'ils permettent justement des émulations, des simulations, acceptées comme des fictions, mais qui sont finalement des outils de réflexion. À partir d'une même réalité, on peut interpréter les choses de différentes manières, alors à condition évidemment de toujours signaler
qu'il s'agit de simulation. Et je pense que c'est le travail pédagogique qui nous attend face au déploiement de ces technologies. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle, quelque part, que soit enfin la fin du règne de l'image comme étant la preuve de la réalité médiatique. Non, une image, c'est une fabrication. Moi, mon métier, c'est de produire des images avec une intention derrière. Le simple fait de proposer un cadrage, c'est déjà une partialité qui va entraver la production des images. Donc je pars du principe que toute image comporte une part de fiction, quel qu'il soit. Mais du coup, ça nous oblige tous, collectivement, à avoir cette vigilance, puis surtout à avoir un débat permanent. Et c'est là que je pense que ça devient intéressant et que c'est ce vers quoi on doit aller, c'est qu'il faut que les gens progressivement soient sensibilisés à l'idée que ce qu'ils voient n'est pas la vérité. Par contre, ce sont des outils de réflexion, ce sont des outils de débat avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais moi, je vois plutôt ça comme une bonne nouvelle, qu'on puisse faire dire n'importe quoi à n'importe quelle image. C'est terminé. On arrive à un stade maintenant où les algorithmes ont des possibilités d'effacer même le fait qu'ils sont algorithmiques. La seule chose qui vous fera dire que c'est une image de synthèse, c'est le dessin qu'il y a derrière, qu'il faut lire, qu'il faut voir, qu'il faut comprendre. Je reviens sur l'image du pape qui est en doudoune blanche, qui a été produite par un chatbot visuel. La seule chose qui peut vous faire dire, c'est pas une lecture technique qui va nous permettre de décrypter, c'est ce que vous disiez avec Eisenstein, c'est le fait que cette image ne peut être que le résultat d'une fiction. Mais il y a des gens pour qui c'est pas si évident à comprendre. Donc je pense que c'est là-dessus que ça devient intéressant et qu'on arrive à un nouvel âge de l'interrogation du rôle des médias. C'est que le règne de l'objectivité, mais c'est une remise en cause aussi des métiers du journalisme, de toute cette pensée qui veut que l'objectivité est quelque chose qu'on peut relater. Non, par contre, c'est très exigeant. C'est terriblement, et on voit bien effectivement que s'il y a des enjeux commerciaux qui sont mercantiles ou de quelque ordre qu'ils soient, d'influence derrière, ah oui, ou politique, enfin, je veux dire, la désinformation. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur cette intervention de Andrei ? Je ne sais pas s'il y a des micros qui... Juste un tout petit instant. Juste, madame avec le doudou noir. Oui, par rapport à votre intervention et du fait qu'effectivement cadrer, c'est déjà manquer d'objectivité. Je trouve que on a un petit peu du mal à saisir en fait les limites du projet Europe Time Machine. On ne sait pas trop où ça va en fait. À la fois, on voit l'intérêt pour la communauté scientifique d'avoir un accès généralisé et facile à tout un tas de données. Et puis en même temps, dans cette série de reportages, on comprend aussi qu'il y a cette espèce de chose un peu démiurgique, avec Ubisoft notamment, où on va pouvoir proposer au grand public de rentrer, je sais pas, dans la maison de Goya en train de peindre les Ménines. Mais tout ça, en fait, ça demande un récit, comme vous dites. On a besoin, d'une part de fiction. Donc, on comprend pas trop, en fait, si qu'est-ce qu'on va faire de la littérature et de toute l'histoire esthétique là-dedans. Est-ce qu'elle va rentrer, en fait, comme une donnée ? Est-ce qu'elle va être exploitée comme donnée ? Ou est-ce que le but, c'est juste de numériser ce qu'on a, en fait, et même si c'est pas quelque chose de visible, même si ça n'a rien à faire dans une histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? On va numériser des choses qui n'ont pas lieu d'être vues, en fait. Oui, alors après, il y a aussi des champs d'application. Je vois tout à fait. Des fois, on peut se demander à quoi bon. Mais il y a des applications, alors on en discutait tout à l'heure, qui peuvent être intéressantes pour l'histoire de l'art et justement pour l'histoire de l'esthétique. C'est, par exemple, si vous soumettez un grand nombre d'images, mais vraiment
quantitativement très important à un algorithme qui va identifier tout d'un coup qu'il y a un motif, un pattern qui est récurrent, on se projette à un moment dans la possibilité de faire une histoire de ce motif comme une histoire culturelle, une histoire esthétique. Et puis par exemple, nous, l'exemple qu'il nous citait, c'est un motif d'une Vierge à l'enfant qui va émerger au fin fond des Pouilles au IXe siècle, dans un contexte religieux très très particulier, et puis dont on va pouvoir tracer le chemin à travers l'Europe jusqu'à le retrouver dans un contexte profane, dans le nord de la Belgique, exactement la même signature, ce motif-là, et on pourra documenter l'histoire de ce voyage à la fois culturel et de comprendre comment un même objet a pu être polysémique dès la base et comment il voyage. Ça, c'est des applications concrètes. Alors après, mais de nouveau, est-ce que ça vaut plus qu'un historien de l'art qui propose ce type de lecture? Ça, moi, je ne suis pas là pour en juger. C'est juste des choses l'analogie que je prenais, c'est un chirurgien qui peut opérer de ses mains et qui le fera très bien. Il peut aujourd'hui avoir un robot Da Vinci qui va coûter une blinde, qui va le mettre dans un système de servitude commerciale vis-à-vis du producteur de ce robot. Mais enfin, il y aura plus de confort et il y aura un certain nombre de choses qu'il pourra faire qu'il ne pouvait pas faire avant. À ce stade, je pense que ça ne va pas vraiment plus loin que ça. Et c'est pour ça que je disais, au fond, ça ne change pas fondamentalement le sens des métiers liés à l'esthétique, à la philosophie. Et je pense que c'est là qu'il ne faut pas penser que la technologie va remplacer tout ça. Non. Alain Chevenet, est-ce que vous voulez... Ouais. Peut-être juste vous présenter, oui, en quelques mots. Oui, et oui, puis, oui. Ouais. Donc moi, je suis Alain Chevenet, je travaille ici à Dijon, je suis enseignant-chercheur au département de Diderot, où je m'intéresse aux questions patrimoniales, culturelles, évidemment à l'évolution des pratiques patrimoniales. Donc la numérisation du patrimoine est intéressante à plus d'un point. Et puis je suis rattaché aussi au laboratoire LIR3S ici, où justement je m'intéresse à la manière dont les lieux culturels en relation avec les questions écologiques évoluent pour tenter d'une certaine manière d'influer, ou en tout cas de redéfinir un certain nombre de politiques culturelles. Alors, moi j'ai regardé vos documentaires avec un vrai intérêt, et puis ils sont très esthétiques, très, très, très agréables à voir. Alors c'est vrai que je me suis dit tout de suite, il y a un regard, je me suis dit que ce serait plutôt la numérisation du passé que finalement du patrimoine, parce que le patrimoine, c'est vraiment la définition que les gens en donnent, que ce soit l'administration ou des individus. Là, on a un côté effectivement un peu normatif, qui fait qu'on oublie un peu les choix, qu'on oublie un peu les éléments qui sont assez essentiels. Dans le patrimoine, c'est avant tout de la politique. Il y a des acteurs, il y a énormément de choses qui disparaissent, quoi qu'on puisse en savoir. Aujourd'hui même, il y a beaucoup plus de choses qui disparaissent dans le monde qui sont conservées. Et on peut subitement trouver formidable d'avoir conservé un site archéologique, mais pour autant, il y a énormément de choses qui vont être détruites par ailleurs, qui auront moins d'intérêt. Donc c'est avant tout un choix, et la numérisation du passé, pourquoi pas, dans une sorte de stockage d'un certain nombre d'éléments. La numérisation du patrimoine, ça pose vraiment la question. Le patrimoine, c'est une expérience, je dirais, de ce qui relie les gens, privés ou individuels, à leur environnement. Et là, on délocalise, d'une certaine manière, cette relation essentielle, qui est une relation sociologique, philosophique, politique, dans un univers où, pour le coup, il n'y a plus de relation. Et ce qui m'a aussi surpris, c'est que je me suis dit, on parle de patrimoine. Ce qui qualifie le patrimoine, c'est quand même la durabilité. C'est qu'on essaye finalement de résister à la finitude des choses. On essaie de préserver certains éléments de l'inexorable fin qui nous guette tous. Et donc, on est quand même toujours dans cette valeur assez centrale, de faire durer. Et on l'amène dans un univers, vous avez un peu parlé, qui est profondément pas durable. C'est-à-dire un domaine qui, aujourd'hui,
voilà, pour lire d'un certain nombre de choses, il faut des smartphones, il faut des ordinateurs, il faut des data centers, il faut des tablettes, il faut tout un univers, il faut toute une infrastructure. Je crois que c'est la plus grosse infrastructure jamais construite de l'histoire de l'humanité et qui consomme en extension globale énormément de charbon, de pétrole, d'électricité. C'est un domaine qui est d'une certaine manière totalement, pour l'instant, totalement qui n'est pas durable. Alors, évidemment, vous évoquez la question de l'ADN. Alors, c'est une technologie quand même qui n'est pas complètement maîtrisée, qui fonctionne pas du tout, et ça pose plein de problèmes de format, etc. Et ça me faisait un peu penser, d'une certaine manière, j'ai fait la corrélatif, sans que ça soit, en me disant, ça me fait un peu penser dans les années 70 où finalement on se disait, bon, on sait qu'on pollue, qu'on va réchauffer la planète, mais on va trouver une solution, quoi. On avait déjà des solutions, des aspirateurs à CO2 ou je sais pas quoi, qui coûtent très cher, qui sont très complexes, etc. 40 ans plus tard, on les a toujours pas de ce point de vue-là, et ça interroge. C'est pas pour dire bon, il faut arrêter la recherche, mais en tout cas, on peut interroger ça. C'est-à-dire que cette ambition de tout numériser, et puis dans tous les domaines, je veux dire, c'est une course en avant, et on peut pas d'un côté avoir un propos, en tout cas pour nous, en s'interrogeant justement sur les questions de développement durable, de durabilité de nos sociétés, parce que finalement. Le patrimoine aujourd'hui, c'est pas tellement que de préserver le passé. C'est de faire en sorte que plutôt l'avenir soit possible. Et donc voilà, on est dans cette perspective où de plus en plus on s'interroge d'une certaine manière sur la possibilité d'une pérennité de la vie humaine, et en même temps, voilà, on a des activités de numérisation certes tout à fait intéressantes, qui ont du sens. Il ne s'agit pas de dire que ça n'a que voilà, c'est tout à fait utile d'aller voir un certain nombre d'éléments et dans le passé, etc. Mais en même temps, qui sont excessivement énergivores. D'autant plus, la deuxième chose, c'est que le monde du patrimoine, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est un monde qui change excessivement vite. Il y a des données déjà qui datent de 20 ans qui ne sont plus lisibles parce qu'il n'y a plus les logiciels pour les lire, parce qu'ils ont été privatisés, parce qu'il y a un certain nombre de logiciels qui ne permettent pas d'accéder à des données depuis 20 ans. Qu'en sera-t-il dans 50 ans ? Dire faire tout ce travail pour se retrouver dans 50 ans avec une masse de données globalement inaccessible ou totalement à reconstituer, c'est ces questions-là, en tout cas, qui m'interrogent. Et c'est vrai que si vous voulez, dans les documentaires, vous abordez toutes ces questions-là, mais vous commencez déjà, parce que je peux comprendre, pour nous convaincre du bien fondé, que c'est formidable, que c'est une révolution, etc. Vous abordez ces questions pour le coup de pérennité, de privatisation, d'accès à la... Mais un peu comme un détail, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments techniques, alors que ça, pour ma part, je trouve que c'est central, en fait. Numériser le patrimoine, la centralité, c'est de savoir pour qui. Effectivement, on y reviendra, mais je vais pas... puis je m'arrêterai dans pas longtemps, parce que je crois qu'il ne faut pas parler trop longtemps, mais... Mais vous voyez, quand on numérise des éléments, des choses comme ça, on voit bien que le numérique aujourd'hui, on peut regretter. On nous avait promis un monde de connaissances partagées, de formidable démocratisation. Bon, on a une formidable outil de manipulation cognitive et de consumérisme qui s'est mis en place d'une certaine manière. Vous voyez, on est plutôt dans cet univers-là, dans le monde numérique. Donc on peut vraiment s'interroger sur ces effets. C'est-à-dire que, bon, d'accord, on veut numériser le patrimoine, ça peut être intéressant. Alors peut-être que ça pourrait être très, très utile, à mon avis, pour faire de magnifiques jeux vidéo qui vont permettre de démocratiser l'histoire. Bon, penser qu'on va mettre énormément d'argent, et je m'arrête là, pour penser qu'on va mettre énormément d'argent pour sauvegarder le patrimoine, alors, je dis pas ça pour... mais mettons cet argent dans le vrai sauvetage du patrimoine, qui est à la fois monumental et dans la vraie réalité et dans les environnements qui nous relient finalement à la Terre. C'est pas le numérique qui nous relie, mais bien la Terre, quoi. J'ai encore plein de... Et justement, est-ce que vous, du coup, à la croisée de vos recherches, vous avez des préconisations concernant
Alors oui, enfin pas justement numérisation ou pas numérisation. Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine? Enfin, vous voyez. Numérisation du patrimoine, pourquoi pas, mais à partir du moment où ça a du sens dans une recherche donnée, quoi. Mais d'avoir pour objectif comme ça d'être un peu en train de se dire qu'est-ce qu'on va numériser. Finalement, aujourd'hui, on le sait, tout est patrimoine. Hein. On pourrait nous-mêmes se numériser. Pourquoi on ne numériserait pas les arbres derrière? Pourquoi il suffit, c'est ce que fait finalement Google Street. Hein. Donc, on n'a qu'à faire un peu pareil. C'est-à-dire qu'on pourrait... Tout est potentiellement patrimoine à partir des acteurs. Le patrimoine, c'est avant tout des acteurs. C'est de la politique, c'est des interactions, c'est de la chaleur humaine, c'est des émotions. Il y a plein de choses là-dedans. Et quand on le bascule dans le numérique, bon, il n'y a pas les mêmes émotions, vous voyez, il n'y a pas les mêmes chaleurs humaines, on est dans un autre univers. Et je pense sincèrement qu'il faut être très vigilant et que toutes les questions que vous évoquez dans vos documentaires, elles sont essentielles, quoi. La privatisation, la pérennité, la manière dont on va conserver, c'est pas des petites choses annexes, c'est pas des choses qu'on va régler en 5 minutes, c'est vraiment des éléments centraux, quoi. François. Sur le fond, je peux que adhérer avec, évidemment, c'est une utopie, mais il ne faut pas se tromper. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'une utopie permet à une société de faire. Est-ce qu'il faut interdire les utopies sous prétexte qu'elles sont juste bêtes et méchantes mais je pense que... Non, mais c'est intéressant parce que moi, ça interroge le sens de mon métier aussi. C'est qu'en fait, bien sûr que c'est publicitaire, bien sûr que c'est résumer l'incommensurable complexité de ces questions. Vous parlez du patrimoine et de la chaleur humaine, bien entendu. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que ces récits, et c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui, c'est de récits qui réagrègent les choses. On peut interroger, je veux dire, la conquête spatiale est un objet vain en soi. Je ne suis pas persuadé, mais les Américains, en allant au bout de la conquête spatiale, ont compris quelque chose, c'est qu'ils ont fédéré un vivre ensemble d'une manière absolument... Oui, alors c'est peut-être grandiloquent, mais pour moi, c'est fondamentalement de ça dont il est question. Et je ne trouve pas inintéressant que pour une fois, ça se fasse sur l'autel de l'histoire, plutôt que d'un autre type de science-fiction. Et je pense que ça a un mérite, c'est que ça peut permettre à pas mal de gens de se réapproprier ces choses-là. Et parlons par exemple d'Ubisoft, alors, dont le discours est d'une ambiguïté totale sur « Ah, alors oui, bien sûr, on est là pour faire de la pédagogie, mais enfin bon, on est aussi là pour vendre des jeux vidéo. » C'est clair. En attendant, force est d'admettre qu'il y a des gens qui vont se découvrir tout d'un coup un intérêt pour l'histoire, un intérêt pour le patrimoine au travers de ça. Je citais l'exemple de la généalogie qui peut paraître un passe-temps d'abruti pour beaucoup de gens, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui draine en nous un récit fondamental, ce besoin des origines. Et moi, je pense que c'est la seule chose, je pense qu'il ne faut pas jeter sous prétexte que c'est encore une énième utopie technologique. On en a eu à toutes les époques, et je pense qu'on en a besoin, parce que si c'est pas celle-là, alors c'est quoi? C'est Fortnite, c'est Millennium. Enfin, on est à l'heure d'une culture qui est énorme et qui est massive. Là, j'y vois quand même, c'est européen, c'est local. J'ai pas envie de dire que c'est écolo, non. Mais à l'échelle du monde, une time machine européenne, ah oui, c'est un produit bio, écologique, fair trade, tout ce que vous voulez. C'est inoffensif. Enfin, je veux dire, simplement parce que la réalité... Par contre, ça peut être une manière d'être un poil à gratter quand même face aux GAFAM qui, eux, sont en train de produire pas une utopie, je ne vais pas dire dystopie, mais enfin, et qui le font sans poser la question à personne. Et je pense que voilà, ces récits, c'est de la mise en scène, on adore ça. Mais c'est pas sous prétexte que c'est juste une chimère que, à mon avis, il faut la disqualifier. Et je pense que c'est tout le débat est là, c'est de réenchanter un peu cette relation au patrimoine, parce que les universitaires, enfin les producteurs de savoir ont une responsabilité. C'est d'aller faire en sorte que cette connaissance aille à la rencontre des gens. Il y a une connaissance qui sommeille dans l'entre-soi de la réflexion sur le patrimoine. Elle a des qualités, mais enfin, il y a un moment, c'est comment on la restitue au public. Et je pense que c'est aussi ça, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est d'imaginer des façons de raconter ces histoires qui soient honnêtes. Il y a de la mise en scène, il y a des effets de manche.
C'est peut-être un parfait enchaînement avec votre intervention, Renaud Garcia-Bardida, sur les questions de médiation. Merci, bonjour. Attention. Donc si je me déplace comme ça ne change rien sur le fond derrière, c'est donc que je suis réel et que je ne suis pas une représentation virtuelle ni un chatbot envoyé pour vous parler. Donc Renaud Garcia-Bardida, professeur des universités ici à Dijon, à l'Institut Denis Diderot, plutôt spécialisé en gestion normalement, plutôt en marketing. Donc on va parler marché, mais en vérité plutôt sociologue de la consommation et notamment de la consommation culturelle et de la digitalisation. Alors merci pour ces documentaires que j'ai trouvés très intéressants et merci aussi pour toutes les questions qui ont été posées. C'est signe que le matériau était riche et qu'il prêtait à débat. Donc en cela, merci. Moi je voudrais revenir sur 2 points en fait. Et mon intervention change au fur et à mesure des interventions de la salle et des collègues de la table ronde, évidemment, parce que le débat se nourrit progressivement. Et je suis content parce qu'il y a un mot qui vient de sortir qui est essentiel, qui est le mot utopie. Et en vérité, mes réflexions, après avoir regardé cette série de documentaires, sont autour de 2 utopies, ou de 2 questions qui sont liées aux utopies. L'une qui est une utopie très techniciste, et qui pose question, et l'autre qui n'est pas réellement une utopie, mais si on suit les sociologues, notamment Bauman de la modernité tardive, qui est la question de la rétrotopie. Donc l'utopie qui se tourne vers le passé. Donc le premier point, c'est cette question de la technique. Alors effectivement, moi aussi, en regardant, on en discutait tout à l'heure, en regardant les documentaires, je me suis dit, c'est marrant, il y a plein de choses sur la technique, on voit des solutions qui sont incroyables, qui sont fascinantes, mais on voit pas de public. On se pose pas de question de l'utilité que ça peut avoir, ou très peu, en tout cas dans les discours. Ce qui ne veut pas dire évidemment que ça, on en parlait tout à l'heure, que ça n'était pas été présent dans les discours. Ça peut aussi être un choix de montage que je peux comprendre. On voit bien le côté bling-bling de tout ça. Vous êtes revenu tout à l'heure dessus, sur la numérisation du monde, le grand fantasme, y compris en sciences sociales, des big data. Il suffirait qu'on ait de quoi faire une histoire statistique et on ferait mieux de l'histoire. Google fera mieux mon travail que moi bientôt, j'imagine. On voit aussi indirectement les effets de cadrage qui sont derrière, cadrage par des financements qui évidemment ont des intérêts, des enjeux qui sont louables, celui de la citoyenneté européenne, celui de la conservation d'un patrimoine européen, donc de la construction européenne aussi, mais pour les tester quand même assez régulièrement avec des effets de cadrage qui sont parfois plus pernicieux. Et j'ai beaucoup aimé la question tout à l'heure de M. Smorag sur la délégitimation des sciences sociales. Un des mécanismes de ça, c'est d'avoir des financements qui sont plus facilement accessibles si on a une technologie bling-bling, plutôt que des gens qui travaillent sur de l'archivage. Donc il y a des effets qui sont liés à ça. On pourra sans doute en reparler après. Et puis tous ces effets de traduction qui font qu'à partir d'une solution technique, on arrive à une autre manière de concevoir les métiers. Et donc moi, ce que j'ai vu, c'est un retour en force en fait des problématiques de la conservation, sans doute au détriment, dans un premier temps, des problématiques de la médiation. Ce qui compte, c'est de conserver. Et alors conserver avec des procédés techniques et à partir sans doute de stéréotypes, qui sont d'ailleurs un des enjeux, je pense, de la pédagogie qu'on doit avoir, de ces stéréotypes qu'il faut déconstruire. Stéréotypes qui vous concernent, qui sont que pour parler aux jeunes, qui sont là, bonjour les jeunes, il faut uniquement du digital parce que vous n'êtes pas censé lire, parce que vous n'êtes pas censé être intéressé, parce qu'il vous faut des séries de 3 minutes uniquement, parce qu'au-delà, votre capacité de concentration ne tient plus. Et donc, de plus en plus, un glissement qui part d'une solution technique et qui arrive à un équivalent gamification du monde. Alors il se trouve que je suis très sensible à cette question d'Ubisoft parce que j'encadre actuellement une thèse de doctorat sur les apprentissages du goût pour le patrimoine et du goût pour l'histoire dans le cadre d'Assassin's Creed, donc il faudra qu'on en rediscute. Mais donc effectivement, il y a ce glissement utopie techniciste vers une certaine vision du monde. Et cette certaine vision du monde, elle est vraisemblablement structurée par des choses qui sont plus macro. Donc là, je renvoie pour celles et ceux que ça intéresse aux travaux notamment de Zygmunt Bauman, qui disent qu'on est arrivé à un stade où les utopies ne fonctionnent plus, que les utopies technicistes ne fonctionnent plus, qu'il y a une très forte défiance, et qu'un des résultats de cette défiance, c'est un retour, non pas vers l'avenir, mais vers le passé, comme construction du monde. Alors, il ne faudrait pas laisser de côté, évidemment, dans ce côté pourquoi tout mettre dans le patrimoine, des effets de concurrence, et notamment des effets de concurrence territoriale. Tout le monde veut sa part du gâteau. En termes de destination touristique, il n'y a pas qu'un objectif louable, y compris
Et c'est aussi un point qu'il ne faut pas négliger, y compris du point de vue des pouvoirs publics. On ne peut pas opposer aussi simplement public et privé sur cette question. Les pouvoirs publics ne sont pas non plus toujours complètement clairs par rapport à ça. Et si on continue l'argument de Bauman, il dit, puisqu'on est dans cette société qui est plus liquide, où les gens se tournent vers le passé, reconstruisent un rapport différent à leur vie, un des points importants, c'est que tout devient, dans cette liquidité, un potentiel. On ne prend plus de choix, on stocke des potentiels. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on ne prend plus de choix, on stocke des potentiels. Des potentiels pour une valorisation économique future, une valorisation patrimoniale future, une valorisation d'identité future. Ce qui évidemment renvoie à une vraie question politique derrière, qui est qui va maîtriser cette remise en récit de ce patrimoine qui aura été numérisé de manière extensive. Alors on peut évidemment se poser la question de ce que ça donne en termes de roman national. Et on voit bien ce que ça pourrait donner dans l'Europe actuelle, avec tout ce que ça peut créer comme problème. Mais il faut aussi se poser la question de ce que ça donne en termes de rapport à soi. À partir du moment où le passé devient individualisé, j'ai beaucoup aimé l'idée de rentrer par 209 rue Saint-Maur. 209 rue Saint-Maur, de rentrer par un immeuble et de reconstruire ensuite, ou dans la généalogie, on finit par avoir des gens qui pourraient naviguer de manière individuelle dans un passé immersif. Et on passe de la métaphore de la tour de Babel, enfin en fait de la bibliothèque d'Alexandrie à la tour de Babel, à une métaphore, je ne suis pas très bon, il y a des antiquistes qui sont parmi nous et qui me reprendront, il y a peut-être même des gens qui font de la psychanalyse là-dedans, d'un rapport qui n'est pas immersif, mais qui est un rapport narcissique, face à un miroir du passé dans lequel on se plonge et dans lequel on ne se retrouve pas. Alors, pour terminer, je pense que qu'est-ce que ça change de est-ce que ça change quelque chose de nos métiers? Bah, évidemment. Puisque comme ça change d'une certaine manière le rapport qu'on a à soi, à autrui et au passé, obligatoirement ça change nos vies. Non, alors, mais petite juste respiration. Sur la question quand même que il faut cette question publique-privée, il y a un moment où il faut quand même que collectivement on apporte une réponse à ces entreprises, parce que on parlait de Google ou d'Ubisoft, ils vont à une vitesse et ils posent la question à personne. Et il y a un moment, on va se retrouver devant on est potentiellement déjà devant un fait accompli où ces gens vont dire il n'y a pas de problème, moi je vais vous documenter l'histoire de votre famille, tout ce que vous voulez, de votre village et tout. Par contre, désolé, mais ça nous a coûté très cher. Donc, il va falloir passer à la caisse. Et il y a un moment, c'est juste de se dire, on est dans ces moments de transition où des acteurs vont plus vite que les autres, ils ont cette agilité qu'il faut leur laisser. Puis de nouveau, ils ont le mérite au moins de nous forcer à prendre des décisions. Et c'est juste que maintenant, on se retrouve dans une situation où, alors à l'échelle européenne en tout cas, il faut apporter une réponse à ça. Alors, est-ce qu'elle doit être légale? Mais en tout cas, il faut que le monde scientifique, les gens qui sont au cœur de ces problématiques-là, se déterminent et puis se coordonnent. Et je pense que c'est quand même la chose au final parce que ça va impliquer une législation commune, mais il faut mutualiser à un moment les logiques ou les réponses. Je veux dire, c'est comme avec tout développement technologique, il faut un moment que... Alors, est-ce qu'on peut mettre des moratoires? Est-ce qu'on peut mettre... Mais en tout cas, il faut se déterminer. Et alors, la question, c'est le rôle des utopies là-dedans. Nous, on a suivi de loin ce qui s'était passé justement dans la promotion de ce projet au niveau européen. Vous vous retrouvez effectivement face à des commissions qui ont 25 projets scientifiques de grande envergure devant la table. Alors vous avez ceux qui promettent la médecine du futur, vous avez ceux qui promettent l'architecture responsable, et puis à chaque fois c'est 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Puis là dans le tas, il y avait effectivement la question patrimoniale. Non, mais... Ils ne sont jamais arrivés jusqu'à moi. J'en doute pas, mais en attendant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient plus que 6 dans la gonfle pour avoir ça. Et finalement, ils ont changé les règles du jeu et la question patrimoniale a simplement disparu. Donc, c'est quand même qu'à un niveau politique. Donc, nous, je sais qu'ils ont utilisé notre série pour essayer de dire tiens, regardez, il y a au moins un acteur audiovisuel qui s'intéresse, et puis c'est diffusé simplement parce que vous devez régater sur ces questions patrimoniales face à des enjeux de société. Alors,
on parle des questions énergétiques, des questions... Enfin, toutes les questions sont plus importantes à un certain moment que celles du patrimoine. Et c'est la question qu'on peut se poser. Quelle place on lui donne? Oui, merci d'être revenu sur ce point qui me semble important. C'est aussi la réception par les scientifiques. Et alors, même si je ne mets pas de côté péjoratif derrière ça, mais l'instrumentalisation à un moment donné dans les stratégies des universitaires, de la valorisation de leur travail, notamment par l'intermédiaire du vôtre, dans une logique qui est ensuite une logique de notre marché interne à nous. Je trouve que Google, c'est un très bon exemple pour ça, parce que on pense toujours à les oligopoles comme construisant des offres très puissantes, avec des rentes de position très puissantes. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils ne construisent pas que l'offre. Ils structurent aussi les usages. Et que lorsqu'on en est à cette question de qui doit détenir le patrimoine, il faut faire attention aussi à qui construit les usages du patrimoine. Parce que si on essaie de réguler que sur un côté, évidemment, on perd. Puisqu'ensuite, l'argument, c'est de dire, mais regardez, on a une demande. On a investi, on a une demande. Donc il faut toujours penser sur la partie construction des usages et pas uniquement sur la partie construction de l'offre. Et je vais juste finir là-dessus pour je pense que c'est des enjeux de formation très importants. Lorsqu'on forme aux questions patrimoniales, alors je prêche aussi pour ma paroisse évidemment les collègues, hein, vous n'allez pas forcément être d'accord. Mais je pense qu'il faut évidemment un fonds important sur les questions patrimoniales, les institutions culturelles, la sociologie de la culture, je vais rester sur de la sociologie uniquement. Mais je pense qu'il faut aussi intégrer de la sociologie des usages et de la sociologie de l'innovation, justement pour mieux saisir les enjeux des collaborations avec ces autres acteurs, parce qu'elles seront structurantes aussi des métiers à venir. Ça pose plein de questions. Dernière intervention, oui, effectivement. Stéphanie Graillot-Dirks, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement avant votre présentation? Je pense que je vais être plus brève et puis comme ça on aura du temps pour les questions. C'est difficile de passer après mon collègue, d'autant que moi j'ai une discipline peut-être plus aride. Donc moi je suis professeure de droit privé ici à l'Université de Bourgogne. Donc ma formation de départ elle est quand même assez loin des questions qui sont là en discussion cet après-midi, mais quand même, évidemment, on est très touchés, nous aussi, par ce développement du numérique. Je suis directrice d'un laboratoire qui s'appelle le Centre Innovation et Droit. Donc, on réfléchit sur ces questions-là, qui sont des questions extrêmement complexes, du développement des données, du traitement des données. La question de la propriété des données a été évoquée. Alors, d'un point de vue juridique, c'est une façon d'aborder les choses qui est un peu discutable, de voir ça comme une propriété des données, parce que ça a un côté un peu dangereux de dire qu'il y a un propriétaire des données. Je suis aussi, depuis quelques mois, directrice adjointe de la maison qui nous accueille aujourd'hui, qui est la Maison des Sciences de l'Homme, qui a le grand intérêt d'être une maison pluridisciplinaire, interdisciplinaire, où justement on se rencontre autour de questions telles que celles qui sont en débat cet après-midi, et qui sont des questions qui méritent absolument d'être traitées de façon pluridisciplinaire. Et une des questions qui fait l'objet de discussion dans cette maison, c'est quelles conséquences a le numérique sur nos savoirs et nos pratiques. Voilà. Aussi en tant que chercheur. Donc, c'est là où je rejoins les sujets qui sont en discussion depuis tout à l'heure. Évidemment, se pose ici, dans cette maison même, la question des financements et la question des choix aussi, de projets que l'on soutient ou pas, la question des financements par des appels à projets. Ce sont des questions qui nous occupent tous en tant qu'enseignants-chercheurs très fortement. On est très dépendants de ces financements et finalement c'est à travers ces réponses à des appels à projets que se dessine une politique scientifique par à-coup, alors qu'on le voit bien en discutant cet après-midi, on aurait besoin au contraire d'avoir des lignes directrices décidées en commun, en fait, et que c'est pas comme ça aujourd'hui que la recherche malheureusement se fait. Et on voit bien à travers nos discussions le regretter. Alors j'ai trouvé effectivement les petits films très intéressants. Moi j'avais suivi un petit peu parce qu'évidemment Venise, voilà, j'avais suivi ce Time Machine avec comme idée de préserver Venise, en tout cas une image numérique de Venise.
Et j'avais vu, ça a été l'objet de questions tout à l'heure, que le projet avait achoppé sur des questions juridiques. On trouve toujours du droit quelque part. Et donc, en tant que juriste, je m'intéresse, moi, effectivement, à cette question de la place des données et de la réglementation de l'usage de ces données à l'échelle européenne, qui est un niveau de réflexion pour ce traitement des données, qui est un niveau médian. Enfin, on ne peut pas régler cette question-là tout seul pour la France. Enfin, c'est pas possible. On le voit bien d'ailleurs à travers vos vidéos. C'est une question qui traverse en fait les différents États européens. Ce sont des questions qui sont liées au territoire et pour lesquelles il y a des réponses qui sont différentes aux États-Unis et en France. On parle beaucoup de Google. C'est pas le même droit. C'est pas le même droit qui s'applique. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Et il y a des rapports de force. Et derrière ces projets-là, il y a aussi l'idée qu'on utilise ce qui est disponible en Europe en termes de données, c'est-à-dire des données à partir notamment d'archives qui sont libres de droit, pour développer les outils d'intelligence artificielle avec ce qu'on a, nous, en Europe, de disponible. Là où, aux États-Unis, on va utiliser toutes les données que Google, Facebook, parce que vous avez cliqué sans lire les conditions générales d'utilisation, vous les avez autorisés à utiliser vos données. Et ils vont utiliser tout ça pour développer des outils extraordinaires de puissance d'intelligence artificielle. Et ça, nous, en Europe, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas la même réglementation. Un peu quelques réflexions que je me faisais en vous écoutant. Je crois que vous vouliez également parler de l'exemple du fonds Latour. Si vous pouvez nous en donner juste en dire quelques mots. Je peux en dire quelques mots, effectivement. Donc, ce sont les archives d'un très grand chercheur qui était Bruno Latour, qui était originaire de Beaune, donc juste à côté de chez nous. Il a, de son vivant, fait donation de ses archives en tant que chercheur aux archives de Beaune. Et ici, à la MSH, nous avons convenu d'un partenariat avec les archives de Beaune pour pouvoir traiter ces archives, c'est-à-dire les numériser d'abord pour les conserver. Ce sont des archives qui ont différentes natures. Il y a de la correspondance, il y a des enregistrements, il y a ces notes de travail, il y a les manuscrits de ces ouvrages. Et donc, on va travailler sur ce fond, on va le numériser pour le conserver, mais aussi pour en faire, pour l'utiliser comme une matière première pour les chercheurs de différentes disciplines, que ça soit en philosophie, que ça soit pour même les chercheurs en droit, puisque Bruno Latour a travaillé sur le fonctionnement du Conseil d'État. Il a touché à différentes disciplines et on va travailler sur ce fond, mais ça soulève aussi des questions juridiques que j'évoquais tout à l'heure, parce que ce sont des archives assez récentes et qu'il faut tenir compte aussi de ça quand on travaille sur ces fonds, qu'on cherche à les conserver, mais aussi à les diffuser, à les rendre accessibles. L'accessibilité, c'était une question qui était en débat aussi beaucoup cet après-midi. Il faut aussi se poser la question des droits qui touchent à ces différents documents que l'on va numériser et ensuite, on l'espère, rendre le plus largement possible accessible. Bruno Latour, c'est un professeur, c'est un chercheur qui intéresse bien au-delà de la France. Les archives de Beaune ont déjà des demandes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et c'est le côté extraordinaire de cette numérisation, c'est de rendre accessible toutes ces connaissances, mais ça ne peut pas se faire. C'est pas une jungle, on peut pas le faire n'importe comment, donc il faut respecter les droits des différentes personnes qui peuvent concerner ce fonds. Et ça, par exemple, Bruno Latour, avant son décès, avait donné des directives, par exemple, sur une façon de faire, sur la numérisation. Non. Pas de directive précise. Il a fait une donation qui tient sur un petit bout de papier aux archives de Beaune. Et précisément, on va travailler aussi sur cet aspect-là et le faire en lien avec l'exécuteur testamentaire, avec la famille, pour quand même respecter autant que possible ses volontés. Mais c'est un chercheur qui souhaitait diffuser les connaissances et donc il n'a pas mis de limites, lui. Mais par contre, il faut qu'on tienne compte des limites des autres. Par exemple, pour sa correspondance, il y a des correspondances qui concernent des personnes qui sont encore en vie et on ne peut pas diffuser cette correspondance de façon extrêmement large sans tenir compte des droits qui concernent ces documents. Voilà. Merci beaucoup.
est-ce que vous avez des questions pour... Oui. Monsieur, qui s'adresse à Monsieur de Rémy, parce que vous l'avez évoqué de façon très très brève, mais qui à mon avis est fondamentale en matière de droit d'auteur, c'est quid de l'entraînement des logiciels, des systèmes experts, sur un certain nombre de données qui sont ou non protégées par le droit d'auteur. Parce que c'est fondamental. Sans cet entraînement, il n'y a pas d'intelligence artificielle possible. Alors, je vais être très honnête. Non. Alors, pour la time machine, enfin, les données du passé, bon, il y a cet avantage, effectivement, que, à ma connaissance, le droit d'auteur peut difficilement être revendiqué. Pour ce que j'en sais, en tout cas, des usages qui se font, par exemple, dans les milieux hospitaliers, c'est pour ça que, ou dans la recherche, où on a besoin de données associées à des individus. De ce que eux m'expliquaient, c'est que c'est pour ça que c'est tellement, ça a tellement de valeur, c'est qu'il faut consigner à la fin, en tout cas en Europe, en Suisse, là, avec ce cas précis, il faut consigner à la fois les données et puis il faut s'assurer légalement du fait que l'utilisateur lambda donne son accord. Alors après, comment est-ce qu'on détermine jusqu'où on peut en faire un usage, quelle est la nature de cet usage-là? Moi, je ne peux pas exactement vous répondre sur quels sont... mais là, en l'occurrence, c'était un cardiologue qui cherchait à déterminer, sur la base de fibrillation chez des milliers d'individus, il développe un outil qui sert à anticiper les signes annonciateurs d'une crise cardiaque, parce qu'il semblerait qu'avant une crise cardiaque, le cœur envoie un certain nombre de signaux électriques qui sont une signature qui fait qu'un algorithme, il le voit, et il déclenche un système d'alerte. Donc, sur ces données-là, ça va être des électrocardiogrammes par milliers qui vont être récupérés via... Alors là, tout ça se faisait en tout cas via des protocoles, et en l'occurrence, il n'y a que des universités qui peuvent agréger ce genre de données-là. Mais au final, bien sûr, le type était déjà en train de créer une start-up avec l'idée d'en faire un produit commercialisable. Mais alors ça, c'est un business model dont on est très friand en Suisse. C'est très bien, l'université reste propriétaire des données en les mettant à disposition, et puis à partir du moment qu'il y a quelque chose qui est commercialisable, on rentre dans un partenariat public-privé, et voilà, et que le business se fasse, parce que ça fait du bien à tout le monde au final. Ça, c'est des logiques, non, mais je sais qu'en France, c'est pas les mêmes logiques forcément de développement et d'investissement, Je crois que nous arrivons malheureusement à la fin de cette masterclass. Je crois qu'il va falloir organiser un autre après-midi de rencontres et de discussions, parce qu'il y a beaucoup de questions en suspens, absolument passionnantes. Voilà, je ne sais pas à qui on donne le mot de la fin. Véronique, pour conclure. Alors, pour conclure, évidemment, je voudrais remercier Arte, qui est à l'origine de cette manifestation, parce que c'est vous qui nous l'avez proposé en premier lieu. Je remercie aussi évidemment Monsieur de Rémy, parce qu'il a évoqué à plusieurs reprises des questions passionnantes, et je veux dire qu'il a résisté à toutes les questions qui lui étaient posées et répondu avec énormément d'à-propos. Et puis je remercie mes collègues, mes 4 collègues notamment, qui ont accepté, je dirais au pied levé, de participer à cette manifestation. Et enfin, je remercie essentiellement mes étudiants, parce que je sais que ça a été très compliqué pour eux. Je sais que ça a été vraiment très compliqué pour eux, parce que c'était une période très difficile pour vous. C'était aussi très stressant, et on vous a mis un tout petit peu la pression. Mais je crois que le résultat en valait vraiment la peine. Merci à tous. Merci à tous. Merci.